Thor 2, c'est mortel. Pourquoi? Parce que Thor tue. Voilà, maintenant ça c'est fait, je me suis sorti de la tête, ça va pas me rester pendant le reste de la critique. Thor 2 réalisé par... je suis désolé, c'est très mauvais. Réalisé par Alan Taylor, qui est un réalisateur habitué aux séries télé. Notamment Game of Thrones, sorti récemment, mais il a travaillé sur pas mal de grandes séries. Il a travaillé sur Les Sopranos, il a travaillé sur Oz, il a travaillé sur Sex and the City. Avec Chris Hemsworth dans le rôle titre, qui reprend le rôle qu'il avait avant, Natalie Portman qui revient également dans son rôle, Tom Hiddleston qui joue Loki, et Anthony Hopkins qui joue Papa, Odin. Je suis un petit peu mitigé. Le film est un bon divertissement, il n'y a pas de souci là-dessus, le film divertit comme il le doit. Il fait bien son travail, c'est très très beau, les images sont très très jolies. J'avais beaucoup aimé le design du Valhalla. Normalement, c'est Valhalla ou Midgard? Ah, je sais plus. Non, Midgard c'est un autre royaume. Il me semble que c'est le Valhalla, la grande cité donc dans laquelle vivent tous les dieux les dieux anciens. Toujours aussi beau, toujours aussi bien fait. Les angles de caméra sont plutôt sympas, c'est bien filmé, il y a des mouvements intéressants, esthétiquement c'est irréprochable. J'adore l'esthétique des vaisseaux de l'armée ennemie de Malakis, qui est le méchant, qui sont des espèces d'énormes rochers comme ça qui descendent. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit du métal ou du rocher. Enfin, j'aime beaucoup. C'est un design qui est vachement sympa, qui est pas habituel à voir et qui rend très très bien. Ça m'avait déjà tiré dans les bandes annonces. Je veux dire que mon principal problème sur le film, c'est qu'il a beaucoup de mal à démarrer. La première demi-heure, 45 minutes, en fait, le film ne sait pas quel registre choisir. Ou alors c'est délibérément qu'il veut sauter entre plusieurs registres, mais du coup, le tout se mélange assez difficilement. C'est-à-dire qu'on a à la fois de la comédie, mais niveau... j'allais dire niveau beauf. Non, comédie anglaise en fait, comédie assez barrée et assez dingue. Donc on oscille entre ça, entre des moments de pure épique, avec des grandes batailles dans des golems de 3 mètres de haut et Thor qui se la pète avec son marteau, et des passages ultra sérieux et limite, enfin et très tragiques. Il se passe quelque chose dans la famille de Thor, et du coup c'est voilà qui est assez particulier. Excusez-moi, je viens de faire une grosse pause parce que je me suis dit, est-ce que je viens de faire un méga spoiler? Non, c'est quand même vague ce que je viens de faire. Bon bref, c'est le gros problème du début du film qui se résout un petit peu après. Moi personnellement, parce qu'on va sans doute me le demander, je préfère le premier. Je préfère le premier Thor. Je trouve que le deuxième est un peu en dessous. Pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il a beaucoup de mal pendant ses premières minutes à choisir son registre. Et que les changements sont trop brusques et trop directs. Et il y a un côté un peu too much. Enfin, vous avez tous vu les bandes annonces, normalement. Il y avait cette image qui était montrée d'un gamin qui est dans un entrepôt avec un camion énorme, et il le soulevait juste avec un doigt, le truc se mettait à tourner et tout. Il y avait juste une musique beaucoup plus discrète, un peu à l'Inception, un peu de mais quand même ça avait plus de gueule. Alors que là, il y a un côté un peu plus c'est une musique limite, enfin on a l'impression à la limite d'être dans, je sais pas, d'arriver à Fantasia dans l'histoire sans fin, une espèce de truc avec une espèce d'envolée de violon, et tu vois le truc qui est en train de tourner, enfin bon bref. Mal géré à ce niveau-là. Et voilà, beaucoup trop de sauts dans les genres. Une fois que ça c'est réglé, il y a un humour assez sympa qui prend le relais, qui est là un peu plus longtemps. Le début est un peu gratuit, enfin, il y a, notamment avec le professeur Eric, il y a pas mal de choses qui sont, enfin, ce qui lui arrive est vraiment, c'est vraiment pour faire un truc, pour faire rire, mais grassement, quoi. C'est pas, il y a pas de recherche dedans. Alors que d'un seul coup, on arrive à une scène entre Loki et Thor, où Loki s'amuse avec sa machine à changer d'apparence, et c'est vraiment à se pisser dessus de rire. C'est très très bien foutu. Et il y a pas mal de scènes comme ça qui sont assez bien faites. Et une meilleure gestion dans le reste de la tension qui est plus intéressante. Mais
mais du coup c'est du mal à rentrer dedans, d'autant que le début du film est assez peu inspiré. Bon, forcément, quand on fait se battre deux armées dont l'une des deux est une armée d'elfes dans un grand terrain vague, dans un grand champ désertique, avec juste les deux armées qui se font face, forcément, il y a des petits relents de Seigneur des Anneaux. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a du plagiat ou quoi que ce soit, juste que c'est un peu réminiscent. Et un peu plus loin, donc il y a un passage dans cet entrepôt. En fait, le principe, c'est que, pour résumer un peu l'histoire, mais ça me paraît bizarre de résumer l'histoire du 7e volet d'une saga de films de super-héros. Il y a un méchant qui s'appelle Malakis, qui a une arme secrète, enfin secrète non, qui est pas secrète du tout, enfin qui a une arme mortelle, qu'il souhaiterait utiliser au moment où les 9 royaumes sont en alignement, parce que les royaumes, comme les galaxies, comme les planètes, gravitent les uns autour des autres. Et il y a un moment d'alignement, comme il y a des alignements de planètes ou des alignements de galaxies, etc. Et au moment où ils sont alignés, du coup, ils sont facilement tous accessibles les uns au-dessus des autres. Et Malakis se souhaite profiter de cet alignement pour dominer le monde, enfin pour détruire le monde, of course, et les mondes en général. Donc il y a cet alignement des royaumes qui est en train de se produire. Et du coup, il y a pas mal de moments où les lois de la physique et de la gravité, de toutes même les lois chimiques, je pense, se mettent à se barrer en couille. Il y a un petit côté fringe qui est sympa là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est que comment elle s'appelle déjà c'est le Dr Foster, mais c'est Judy, un truc dans le genre. Bref. Nathalie Portman arrive avec son assistante et son assistant dans un entrepôt dans lequel elle lit sa machine à la technologie science qui lui dit il y a de la science ici, tu vois, il y a un truc qui est machin. Donc elle y va, elle arrive et il y a des gosses qui sont à cet entrepôt, qui ont trouvé cet entrepôt et qui ont trouvé surtout tous les trucs qui déconnent avec la gravité, avec les lois de l'espace, etc., etc. Donc il y a des trous de verre un peu partout, des objets qui disparaissent dans un endroit, qui arrivent dans d'autres, qui des fois ne réapparaissent pas. Il y a des pièces un peu bizarres. Et là, pour le coup, c'est pas possible, je pense, d'avoir eu à ce point la même idée. C'est un copier-coller d'un court-métrage qui s'appelle Beyond, qui fait partie des Animatrix. Souvenez-vous, en des temps anciens, quand Matrix Reloaded et Révolution devaient sortir, il y avait un DVD qui était sorti, un DVD, oui, qui s'appelait Les Animatrices. Les Animatrix, qui étaient en fait 9 courts-métrages gérés par 8 grands animateurs japonais ou américains, parce qu'il y avait une partie qui était faite par Square Pictures, qui était le studio qui s'était occupé de Final Fantasy, les créatures de l'esprit, c'est le dernier truc qu'ils ont fait avant de couler, et qui explorait comme ça divers aspects de la matrice et du monde réel, etc., qui développait un peu l'univers de la matrice, qui était excellent d'ailleurs. Les Animatrix c'était d'excellents courts-métrages. Et donc il y en a qui s'appelle Beyond, me semble-t-il que c'est celui-ci, où c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une maison qui est occupée par des gamins qui adorent qui adorent y aller parce que du coup ils jouent avec tout ce qui se produit dans la maison. Et il y a des scènes qui sont plan pour plan les scènes de Beyond. Donc pareil, faut pas tirer de conclusion hâtive, faut pas dire que c'est tout de suite du plagiat, que c'est tout de suite machin, c'est loin d'être aussi criant que dans Equilibrium, mais il y a quand même un petit truc il y a un petit pincement, il y a un petit machin qui arrache un peu la gueule, on se dit non, il y a quand même un truc bizarre là-dedans. Pour le reste, globalement, c'est très très sympa. Je dirais que le problème de Thor, c'est que, de ce deuxième Thor en particulier, c'est que Thor est pas vraiment l'élément le plus intéressant du film. Je dirais même qu'il est un tout petit peu secondaire. Les éléments principaux, l'élément principal, c'est vraiment Malakis et son plan. Et Thor se fait quand même un peu voler la vedette par Loki, qui très clairement est le personnage le plus marquant pour l'instant de la saga Avengers.
parce que c'est le personnage le plus travaillé, le plus profond. Un personnage dont on n'est jamais sûr de est-ce qu'il est de notre côté, est-ce qu'il est en train de manigancer quelque chose, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que le fait que ce soit le frère de Thor est important à ses yeux ou pas. Il y a des moments où on a l'impression que oui, d'autres que non, et jamais vraiment sûr de ce qui se passe dans sa tête. Et c'est un truc qui doit être génial à jouer pour Hiddleston, je sais plus, un truc dans le genre. Pour un acteur de nous lancer un truc comme ça. On dit à un acteur, voilà, il se passe exactement ça dans ta tête, mais il faut que personne le voit. Tu dois réussir à cacher tout ça, et en même temps, tu dois avoir ça dans ta tête. Et pour un acteur, devoir jouer un rôle comme ça doit être assez intéressant. Les autres rôles de la saga Avengers sont assez unidimensionnels, finalement, c'est des super-héros. Et Loki, pour le coup, est vraiment le personnage qui a le plus de fond et qui a le plus de potentiel. Donc, voilà. Après, pour le reste, je pense que Chris Hemsworth a désormais une clause dans son contrat qui stipule qu'il doit forcément apparaître au minimum torse nu dans une scène. Tous les films où je l'ai vu ces derniers temps, à chaque fois, il y a systématiquement un passage où il est torse nu ou à poil complètement, comme dans Rush. Donc voilà, il doit y avoir un truc avec Chris Hemsworth, mais du coup, c'est vrai qu'il est assez basique. Je dirais même qu'il a perdu un peu de la surface qu'il avait dans les autres. Il est redevenu un petit peu le rustre costaud, un peu barbare. Il se casse plus la tête, mais globalement il crie très fort ou alors il est très gentil avec Natalie Portman. C'est un peu dommage, mais enfin, sans dire que c'est du mauvais travail, hein, c'est juste le personnage qui est moins intéressant et moins attrayant que dans les autres. Il a des conflits également, il y a toute une question de savoir est-ce qu'il se doit à sa famille, à sa patrie, à la femme qu'il aime, enfin voilà, il veut choisir son camp. Mais quelque part son choix est assez clairement fait dans sa tête et c'est juste une question de savoir quand est-ce qu'il va poser ses couilles et son marteau sur la table et le décider. Pardon, c'était extrêmement viril comme cri, mais au niveau de l'humour, il y a quand même des passages qui sont très très bien foutus, notamment un passage deuxième moitié du film quand ils reviennent sur Terre parce qu'ils vont un petit peu partout et que Thor arrive dans l'appartement de Jane, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Jane Foster. Quand il arrive dans l'appartement de Jane, il fait un truc, la salle entière s'est pissée dessus dans cette scène-là parce que c'est vraiment c'est le très bon humour qu'ils ont développé dans beaucoup d'Iron Man, mais aussi beaucoup dans Avengers aussi, où il faut gérer le quotidien des super-héros. Et il y a un côté comme ça qui est assez marrant, un côté retour un peu à la réalité, qui est assez drôle, et là pour le coup qui marche très 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 bien. Pour le reste, il y a ce côté un peu science, un peu à la Iron Man, mais de ce côté-là, ils sont tellement des millénaires en avance sur nous par rapport à la technologie que j'accepte le science dans ce cas-là. À la limite, c'est plus le plan final de Jane qui me paraît un peu trop tiré par les cheveux pour le coup, qu'elle ait réussi à trouver des trucs comme ça, mais après tout, why not? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose, à vrai dire. Ça fait bien son boulot. Niveau musique, c'est pas oufissime, mais ça passe. Il y a des retournements de scénario qui sont intéressants. Anthony Hopkins est beaucoup plus réveillé que dans le premier Thor, parce que dans le premier, on sentait vraiment qu'il se faisait chier, qu'il était là pour le chèque. Là, pour le coup, comme il a un peu plus de dilemmes qui lui passe dans la tête, il se réveille un petit peu et c'est un peu plus sympa. Non, voilà, ça fait bien son boulot, c'est sympa, c'est divertissant. Après, ça laisse pas une marque indélébile, hein, je vous avoue que voilà, j'ai vu le film et j'ai un peu mis de côté juste après. Mais ça remplit bien son boulot et c'est honnête. Vous ferez pas voler votre argent. En ce qui concerne la 3D, on était assez mal placé au cinéma. Elle avait pas l'air mal. C'est sympathique. Il y a des jeux intéressants en plus avec certains passages dimensionnels et certains machins, donc ça rend bien. C'est pas oufissime, mais ça rend pas mal. Celle du premier Thor aussi d'ailleurs elle était pas extraordinaire, mais elle faisait bien son boulot et c'était intéressant. Donc voilà, c'est pas le film de l'année, c'est clair. Ce sera pas le meilleur de la saga Avengers, mais c'est intéressant. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.